grand volet qui est le volet médiatique, et qui fait qu'on est ou on n'est pas. On passe ou l'on ne passe pas dans les grands médias. Alors vous savez que le CSA a indiqué que les candidats à la présidentielle devraient bénéficier d'une équité d'accès. Alors tout le monde s'est précipité déjà sur le mot, parce que équité n'est pas égalité. Égalité, c'est ce qui est prévu lors de la campagne officielle. Égalité, ça veut dire que tous les candidats doivent avoir le même minutage. Mais équité, ça veut dire que les médias jugent comme ça, en opportunité, un grand candidat doit passer plus souvent qu'un petit candidat. Ça veut donc dire qu'avec ce système, on va avoir M. Sarkozy, M. Hollande étant des grands candidats vont passer très souvent, alors que Mme Le Pen ou M. Mélenchon étant des moyens candidats vont passer moins souvent. M. Dupont-Aignan ou M. Poutou étant des petits candidats vont passer encore moins souvent. Et puis il y a des candidats, alors c'est néant. C'est absolument néantisé. Ils n'ont droit à passer à rien. C'est quand même assez... Le problème est tel que nous avons saisi 58 médias par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur faisant valoir que j'avais présenté ma candidature officiellement le 3 décembre dernier, que j'ai présenté un programme dont je vais vous donner ici les grandes lignes, de façon raccourcie par rapport à ce qui existe sur Internet, puisque ça fait 5 heures sur Internet. Là, ça va faire, je pense, nettement moins, pour vous laisser ensuite des échanges, parce que c'est ça qui est amusant et intéressant pour vous, c'est de me poser des questions, de me mettre sur le grill. On a donc écrit à 58 médias par lettre recommandée avec accusé de réception, et nous avons reçu 58 accusés de réception, c'est assez normal, mais on a reçu 2 réponses. L'une du journal La Croix, qui nous a dit qu'elle transmettait notre demande à son service politique. Depuis lors, nous n'avons pas de nouvelles. Et le deuxième, du journal Sud-Ouest, qui nous a dit que, premièrement, les règles édictées par le CSA ne s'appliquaient pas aux journaux. Deuxièmement, que comme François Asselineau n'avait pas encore obtenu les 500 parrainages, il n'y avait aucune obligation pour Sud-Ouest d'en parler, et qu'il n'en parlerait pas tant que je n'aurais pas reçu les 500 parrainages. Moyennant quoi, comme vous le savez, Mme Le Pen, qui, elle, se plaint de ne pas avoir les 500 parrainages, passe continuellement dans les médias. Sans parler de M. Sarkozy, qui, lui, n'est même pas candidat, et qui passe encore plus dans les médias. Et puis, le dernier point que nous disait cette lettre de Sud-Ouest, c'est que si j'avais les 500 parrainages, à ce moment-là, le journal s'efforcera de traiter, comme ils le font toujours, les candidats sur la règle selon la base de l'équité, c'est-à-dire que je serais considéré comme un candidat tout à fait marginal et donc je n'aurais droit à rien. Voilà. Alors je me permets de vous dire tout ceci pour vous féliciter, parce que vous avez quand même immensément de mérite d'être venu alors qu'il fait un froid quasi sibérien pour écouter quelqu'un qui se produit dans des conditions pareilles. Il est assez extraordinaire de voir qu'au moment où le système de la démocratie en France est en train de mourir, on a une démocratie pour rire, puisqu'il s'y ajoute en plus de tout ça le système des parrainages dont je parlais tout à l'heure, système des parrainages qui a été de plus en plus dévié de son objectif d'origine. D'ailleurs, vous savez qu'à l'origine, Charles de Gaulle, qui a créé l'élection au suffrage universel, ne voulait pas de parrainage. Il estimait que tous les Français pouvoir se présenter, que ce serait le peuple français, dans sa sagesse collective, qui distinguerait qui a la carrure, l'épaisseur, l'étoffe, la hauteur de vue d'être chef d'État. Et donc, de Gaulle avait créé l'élection au suffrage universel par un référendum soumis au peuple français, comme vous le savez, en 1962. Et de Gaulle avait fait ça pour, comme l'ont fait au long de notre longue histoire les grands rois capétiens. Je pense à Saint-Louis, je pense à Henri IV, je pense à Louis XIV notamment, comme l'a fait la République la nuit du 4 août ou lors de la fête de la Fédération, comme l'a fait le Conseil national de la Résistance. De Gaulle voulait justement lutter contre les féodalités, puisque l'un des drames de l'histoire de France depuis le baptême de Clovis, c'est la renaissance continuelle de féodaux
qui essaient de grappiller le pouvoir de l'État central. Féodaux qui s'appelaient ducs, comtes, marquis sous la monarchie, qui s'appelaient aussi Parlement des provinces, féodaux qui s'appellent désormais banques, organisations financières, organisations, enfin sociétés, féodalités économiques, et comme le stigmatisaient nos ancêtres du Conseil national de la résistance de 1944. Donc c'était pour ça que De Gaulle avait fait l'élection du président de la République au suffrage universel, c'était pour que court-circuiter le régime des partis qui est aussi un régime de féodalité. De Gaulle ne voulait pas qu'il y ait de parrainage. Georges Pompidou ainsi qu'un certain nombre de ministres ont fait le siège du général pendant des semaines. C'est rappelé de ce que je dis là dans le livre C'était De Gaulle de Perfit, dans le tome 2. Donc Georges Pompidou et un certain nombre d'autres ministres ont fait le siège du général pour lui demander d'avoir un système de filtrage pour éviter les candidats fantaisistes et ci et ça. De Gaulle ne le voulait surtout pas, puisque ça aurait été contraire au principe même de ce qu'il voulait, c'est-à-dire avoir recours au peuple contre les féodaux. Mais si on faisait un filtrage par les féodaux, ça revenait à... Et finalement, il avait accepté du bout des lèvres 100 parrainages et 10 départements. Donc émanant de 10 départements. Comme vous le savez, Valéry Giscard d'Estaing, en 1976, 6 ans après la mort de De Gaulle, a renforcé, a sévi sur cette règle en faisant passer de 100 à 500 parrainages et de 10 à 30 départements. De telle sorte que nous n'avons pas une élection présidentielle à 2 tours, nous avons une élection présidentielle à 3 tours. Nous avons une élection présidentielle avec un premier tour réservé à 45 000 personnes en France, dont 36 000 maires, qui sont ceux qui votent pour sélectionner les candidats du deuxième tour. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que nous avons en fait un suffrage censitaire, comme il y avait au temps, j'allais dire, sous la monarchie de Juillet. Alors c'est un suffrage qui est en fonction des élus. Et censitaire, vous savez que le cens, c'était la richesse sous la monarchie, sous la Restauration. C'est pas exactement la richesse, mais ça revient presque au même, puisque les maires, pour être maire, il faut être en gros, quand on est maire d'une grande ville, ou a fortiori député ou parlementaire, il faut presque certainement être membre de l'UMP ou du Parti socialiste. Donc l'UMP et le Parti socialiste ont un poids considérable parmi les détenteurs de signature, du pouvoir de signature. Donc il était, pour un candidat comme moi, il était absolument exclu d'aller voir un député UMP ou un député socialiste pour lui demander un parrainage. Donc, et d'autant plus que cette année, les UMP et le Parti socialiste ont envoyé, nous le savons, on nous l'a même montré, des instructions écrites à tous les détenteurs de signatures qui relèvent de l'UMP ou du PS, en leur demandant de refuser tout parrainage à quiconque n'est pas de l'UMP ou du Parti socialiste. Mais maintenant, si on force les maires à ne donner le parrainage qu'au seul parti auquel ils appartiennent, évidemment, c'est une restriction considérable du champ et une distorsion totale du processus. Alors ça va plus loin, puisque par ailleurs les maires des petits villages, eux, qui ne sont pas encartés, qui sont la cible de nos assiduités, mais on n'est pas les seuls. Les maires des petits villages, quant à eux, nous font savoir pour beaucoup d'entre eux qu'ils refusent tout parrainage, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils sont apolitiques. Dans un village de 300 habitants, le maire, souvent, évite de laisser paraître son appartenance politique pour être le maire de tous ses concitoyens. Donc il répugne à présenter une opinion politique. Alors, comme vous le savez, naguère, les parrainages étaient secrets. Et depuis la décision de M. Jospin vers 1998, les parrainages, désormais, sont publics. Donc, c'est une raison très importante pour un certain nombre de maires de petits villages de refuser leur parrainage, parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache, par exemple, qu'ils ont parrainé un tel ou un tel ou un tel. Vous avez vu que Mme Le Pen ou Mme Boutin se sont pourvues devant le Conseil constitutionnel sur cette question. Et ça n'est pas encore tout, parce que figurez-vous que les réformes en cours qui poussent à ce que les députés, à ce que les communes se rassemblent en communautés de communes,
notamment pour avoir des subventions, mais beaucoup de maires de petits villages ont peur d'avoir des mesures de rétorsion s'ils signent pour un candidat qui n'est pas souhaité. Donc tout ceci pour vous dire à quel point notre démocratie est en effet très mal en point, puisque au moment crucial de l'élection présidentielle, c'est le moment où on devrait poser sur la table les sujets les plus capitaux de notre avenir collectif. Eh bien, nous avons ce barrage à la fois médiatique, des parrainages et financiers qui l'empêchent. Je suis de ceux qui pensent que l'histoire est longue et je suis de ceux qui pensent que c'est de la folie que d'empêcher le libre jeu des forces démocratiques à l'intérieur d'un pays, que tout ceci se paye toujours un jour ou l'autre.